Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce premier épisode de la saison 6, le premier épisode d'ailleurs de l'année 2023, là, donc bonne année tout le monde, bonne année Gab également. Donc on vous fait un épisode assez intéressant, vous le saviez, là, on a maintenu la tradition d'un épisode par semaine pour clôturer la saison 5 avec certains qui ont été préenregistrés. Gab étant maintenant de retour d'un pays qu'on ne nommera pas ou qu'on nommera, on verra, là, mais pour lequel le réseau et l'accessibilité avec la nécessité techno avec les micros et tout n'était pas nécessairement très très efficace pour lui de mettre ça dans ses valises et on voulait que Gab profite un peu de sa période des fêtes en vacances. Donc on a préenregistré, mais on vous revient avec un épisode d'actualité, deux sujets également. Un premier qui est extrêmement d'actualité, même en fait, il y a eu beaucoup de revirements de situation liés à notre premier sujet là, qui va être un place au débat. En date d'aujourd'hui, on enregistre en ce mardi 3 janvier. Et le deuxième sujet, là, on vous fait un instant économie pour décortiquer un peu un pays d'Amérique latine. Là, quand même assez intéressant. Ça fait quelques temps d'ailleurs aussi qu'on n'avait pas fait un instant économie là, de ce genre-là. Donc je pense que ça va être intéressant pour clôturer l'épisode. Mais c'est sûr que le premier, le place au débat, va être le sujet principal de l'épisode d'aujourd'hui. Je te laisse, Gab, faire ton petit mot d'entrée d'ailleurs là, pour cette saison 6 en même temps, mais également faire le disclaimer qui aujourd'hui va être un peu plus secondaire par rapport aux épisodes, là, aux derniers épisodes qui parlaient beaucoup plus de compagnies listées. Cette fois-ci, c'est bon, peut-être plus sur nos opinions personnelles, mais il n'y a pas vraiment de recommandations ou de discussions sur des compagnies listées dans le cadre des deux segments d'aujourd'hui. Oui, puis la probabilité dans tous les cas que vous achetiez des stocks en fait dans le pays qu'on va citer en deuxième partie est tellement faible que bon, je pense que ça, on va le faire quand même. Dans tous les cas, le disclaimer, n'oubliez pas que tout ce qu'on parle, vous le savez, il s'agit que de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement ou de faire telle ou telle chose. Invite toujours à prendre contact avec quelqu'un qui est autorisé, puis quelqu'un qui est compétent pour vous émettre des dites recommandations. Lui seul ou elle seule sera en mesure de pouvoir déterminer avec vous les meilleures options disponibles à votre profil d'investisseur. Et je vous remercie en tout cas, c'est ça, pour nous suivre malgré, vous le savez, là, mon absence pendant les quelques dernières semaines. Là, donc merci en tout cas d'avoir été aussi présent en ces fêtes de Noël. J'espère que vous en avez bien profité aussi de votre côté avec la famille, avec les amis aussi. Je vous souhaite une bonne année, puis j'espère qu'en tout cas, cette nouvelle année 2023 se portera sous le signe, en tout cas, de bons projets de votre côté, puis de tout positif, en tout cas, on pense à vous, chers auditeurs, puis je pense qu'on est prêt, du coup, à lancer ce premier segment, en tout cas, de l'année 2023. Qu'est-ce que t'en penses, JP? Absolument. Donc commençons en force avec le premier, le place au débat. Parfait. Donc, je l'avais dit, là, on revenait avec un sujet extrêmement d'actualité. Là. On veut faire un topo un peu sur la politique américaine et surtout là, sur ce qui se passe présentement au niveau de la Chambre des représentants aux États-Unis. Donc, sur Capitol Hill, en date justement d'aujourd'hui, là, ce mardi 3 janvier, il y a eu deux votes qui ont eu lieu. Il y en avait déjà eu un qui avait eu lieu hier, si je ne me trompe pas, là, dans le but de déterminer qui allait être le nouveau leader de la Chambre après Nancy Pelosi là, qui a quitté après la transition là, de la Chambre du côté républicain au niveau de la majorité. Donc le Majority Leader maintenant doit être voté en général côté républicain. C'était M. McCarthy là, qui avait cette chaise-là lorsque la dernière fois que la Chambre des représentants a été sous contrôle républicain. Mais ça s'annonçait un petit peu compliqué cette fois-ci depuis la fin là, des élections de mi-mandat. On voyait déjà se tramer là, un peu de complexité pour Kevin McCarthy là, au niveau des différentes divisions là, qui existent au niveau du Parti républicain. Et bien, ça se concrétise pardon, énormément avec le résultat des votes actuellement. Là. Donc, officiellement, il y a eu, comme on l'a mentionné, trois votes. Le premier vote, pour vous donner un résultat, là, officiellement, il y a eu 212 votes pour le représentant Jeffries, de côté démocrate, mais qui, bien évidemment, n'allait pas atteindre le 218 requis pour avoir la majorité du vote et être nommé leader majoritaire, bien évidemment, parce que la Chambre est sous le contrôle républicain. McCarthy avait 203 et un représentant Biggs qui en avait 10 et d'autres votes avaient 9. En date d'aujourd'hui, donc le second vote, c'était 212 toujours pour M. Jeffries, donc les démocrates ont toujours pris pour Jeffries, certes. McCarthy avait 203 et le représentant Jordan, qui est un républicain, se retrouve avec 19.
Et le dernier vote qui a eu lieu tout récemment, là, avant la clôture là, de la session pour ce soir, on retrouve la même chose, donc 212 pour Jeffries, ça ne change pas, 202 pour McCarthy et 20 maintenant pour Jordan. Donc ça s'est un peu empiré entre le deuxième et le troisième vote pour McCarthy qui se retrouvait maintenant avec 20 opposants au sein de son parti, au niveau du Parti républicain, qu'il aurait besoin dans le but d'avoir justement le siège de leader majoritaire, bien évidemment, de la Chambre des représentants. Donc, on se retrouve un peu dans en bon anglais, un stalemate. C'est quelque chose qui est quand même assez, je pense, c'est historique. On parle, je pense, ça fait plus de 100 ans qu'il n'y a pas eu un problème à ce point-là, là, où la majorité n'a pas été atteinte dès le premier vote, bien évidemment, avec le fait que la majorité est sous le contrôle d'un parti. Normalement, on s'attendrait à ce que le parti s'unisse pour voter son représentant. Là. On ne devrait pas avoir énormément de fait, et en fait, ça vient mettre beaucoup de problématiques sur le Parti républicain. On se retrouve avec justement une élection de mi-mandat, on le rappelle, on avait fait un topo là-dessus justement dans les épisodes passés, avec une sous-performance par rapport aux attentes pour le Parti républicain, et là on se retrouve avec la seule chambre qu'ils ont réussi à récupérer, la Chambre des représentants, qui n'est même pas en mesure de fonctionner de manière adéquate, et on sait qu'il y a énormément de pain sur la planche pour la Chambre des représentants, entre autres avec tout ce qui va concerner là, la mise en place d'un nouveau budget pour le gouvernement fédéral, qui avait été, comme ça arrive assez fréquemment, là, mais juste avant la période des fêtes, qui avait été prolongé pour une période temporaire, là, pour que le gouvernement puisse continuer de fonctionner au-delà justement des fêtes. Ce nouveau budget-là doit être voté par la Chambre des représentants et être mis en place de manière idéalement le plus rapidement possible. Donc, c'est quelque chose c'est une embûche, en fait, qu'on n'aurait jamais espéré, là, et je pense que les Américains peuvent en parler, là. C'est un peu le gratin politique qui prouve encore que, est-ce qu'on travaille réellement pour la population américaine? Peut-être pas lorsqu'on essaie de se battre au sein du même parti qui détient la majorité du vote pour déterminer qui, au final, devient le leader de la Chambre. Ce qui est ironique un petit peu, c'est que M. Jordan, donc le représentant qui a 20 votes présentement lors du dernier décompte qui a eu lieu, lui ne veut pas vraiment obtenir le poste de speaker. Là. C'est McCarthy, lui, le veut absolument, mais Jordan, lui, se retrouve un petit peu entre les deux, alors que les membres de l'opposition, les 20 personnes, les 20 irréductibles républicains qui ne veulent pas voter pour McCarthy, se retrouvent un peu dans une position où ils votent pour lui, hein, d'une certaine manière. Donc lui, il se retrouve un peu à être l'opposant de McCarthy, mais ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse réellement. Et juste avant de te passer la parole, Gab, ce qui est intéressant, McCarthy a été endossé par Donald Trump. Maintenant, Trump, avec toute la problématique, les 3 votes qui n'ont pas abouti vers un passage de McCarthy vers une nomination comme leader, Trump ne veut plus maintenant. Je pense que c'est ça qui a été sorti ce soir. Trump ne veut pas rementionner à nouveau son endorsement ou son appui envers McCarthy, ce qui n'est quand même pas très très bon signe. McCarthy maintenant se retrouve également avec une problématique parce que tout ce que les 20 démocrates qui ont voté contre lui désiraient, l'ensemble de leur requête, il a accepté. Donc il a tout fait, si on peut dire, pour mettre de l'eau dans son vin et faire en sorte que les requis, là, c'est souvent ça, c'est un jeu de tir à la corde un petit peu. Là, les 20 personnes qui ont voté contre lui au sein du Parti républicain, ces personnes-là voulaient quelque chose, McCarthy a acquiescé. Donc techniquement, ils n'ont toujours pas voté pour lui, même s'ils ont obtenu tout ce qu'ils désiraient. Donc on se retrouve avec un peu McCarthy qui a 2 choix. Continuer d'essayer de négocier avec ces 20 personnes-là pour essayer de faire en sorte qu'ils votent pour lui et il obtienne la majorité des votes dans la Chambre, ou bien qu'il essaie de faire un deal de l'autre côté de l'allée, essayer de faire un deal avec les démocrates, pas pour que les démocrates votent pour McCarthy, bien évidemment. Les démocrates vont vouloir continuer à voter pour le représentant Jeffries, là, qui serait le minority leader de la Chambre à ce moment-là, mais plus que pour le fait que les démocrates, certains ne votent pas ou fassent abstention, ce qui réduirait donc le niveau de majorité requis par McCarthy. Donc, on se retrouve dans 2 positions, donc voter avec des personnes qui, clairement, l'intérêt des républicains qui votent contre McCarthy, c'est de détruire sa carrière politique, ou bien essayer de faire un deal du côté démocrate, ce qui est un peu du jamais vu. Donc, on se retrouve vraiment avec McCarthy qui est mis avec le gros projecteur sur lui, n'a pas vraiment de solution facile, et encore une fois, que vaudrait le fait qu'il devienne speaker après autant de problématiques juste pour être nommé? J'ai extrêmement hâte, et ça va bouger très vite là, entre la publication du podcast et le résultat final et de ce qui s'est produit. Ça va être assez fascinant, mais moi, ma vision, puis je te passe la parole, Gab, et on est dans un place au débat, là. Ma vision, c'est qu'il va y avoir une solution pour que McCarthy soit nommé, soit élu leader majoritaire de la Chambre. Par contre, il n'aura plus aucune
aucun pouvoir, aucune force politique. Tu sais, ce siège-là, et Gab, corrige-moi, je pense que c'est comme presque le troisième siège d'importance aux États-Unis après le président et le vice-président. C'est pas quelque chose de mineur. Et donc, on se retrouve avec quelqu'un qui doit avoir... Pelosi, il avait un rôle énorme. On se souvient de son passage à Taïwan qui avait été presque aussi significatif que si le président y était allé. C'est un peu la même logique. McCarthy n'aura pas l'étoffe de pouvoir siéger dans un siège de speaker après avoir perdu autant de plumes politiques dans toute cette bagarre interne du Parti républicain. Donc, c'est ce qui m'inquiète un peu. C'est le meilleur scénario, c'est que ça fonctionne, mais que va-t-il faire une fois qu'il s'assoit sur cette chaise-là? Ça ne vaut plus grand-chose. Il ne peut pas vraiment siéger sur du pouvoir. Et donc, devra-t-il quitter, là, à ce moment-là, un vote plus représentatif pour un backup? Là, Jordan ne le veut pas. Là, donc, qui pourrait avoir de l'intérêt? C'est un petit peu ça que je vois. Je pense on va en reparler encore dans les mois à venir parce que s'il est élu, ça ne fait aucun sens qu'il puisse rester là et il n'a plus vraiment de place pour pouvoir maintenir cette position-là, malheureusement, à mon avis. Un siège qui est extrêmement important dans l'échiquier politique américain. Oui, puis c'est assez historique, hein, parce que avant de tourner le podcast, je lisais justement là-dessus, puis essayer de voir historiquement comment ça se passe, puis ce serait quoi les scénarios, on va dire, entre guillemets, alternatifs ou scénarios catastrophes, là. La dernière fois que ça a pris plus d'un tour pour élire le chef de la majorité, ça date de 1923, pour te dire à quel point c'est historique. Et ça avait pris plus d'un ballot, donc plus d'un tour pour le faire. Donc là, on est rendu déjà à 3. Alors, c'est quoi la situation? Je pense que probablement le déclencheur de ce problème-là, c'est l'opposition clairement à Donald Trump. C'est le candidat que tu as mentionné. Je suis désolé, je suis vraiment pas bon avec les bons pour cet épisode-là. Là, Jordan, le représentant de Jordan. C'est ça, le représentant de Jordan a eu, Kevin McCarthy n'a pas eu la majorité parce que c'est un candidat entre guillemets pro-Trump, il est pour Trump compliant entre guillemets, ce qui fait que il y a encore une très grande opposition dans le parti républicain des gens qui ont adoubé le président Trump ou l'ex-président Trump et d'autres qui disent qu'on veut tourner la page, tu vois. Et on voit même depuis les élections de mi-mandat qu'on avait promis la fameuse Red Wave qui finalement n'est pas arrivée. Et en fait, on se pose la question, est-ce que Donald Trump, est-ce que c'est un boulet dans le pied du Parti républicain ou au contraire, c'est une encre intéressante pour aller chercher de l'électorat? On est vraiment dans cette vision, ce couteau à double tranchant, tu vois. Alors que le gouverneur de Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, aimerait justement dire, bon, on passe à autre chose, on a plein d'éléments dans le Parti républicain qui vont nous permettre d'aider à gagner des élections. D'autres pensent que Trump va être encore là pour rester, etc. et devrait être le prochain candidat. On va voir, d'ailleurs ça va être très long, hein. On parle d'un horizon assez long terme. Le problème, c'est vrai que tu l'as dit, JP, c'est un risque de crise institutionnelle, hein, ce qui est assez rare aux États-Unis, mais malheureusement ça arrive, hein. On avait déjà entendu parler, par exemple quand les budgets sont pas votés, tu as les fameux, j'ai perdu le terme là, mais quand t'as le... C'est un blackout, je sais Ouais, le blackout, c'est ça, le blackout ou le... Je sais plus le terme malheureusement, là, vous me corrigerez, chers auditeurs, là, dans les commentaires, là, mais qui fait que, bon, tous les institutions publiques qui sont fermées, etc., les fonctionnaires sont pas payés. Le shutdown, le gouvernement de shutdown. Voilà, Je savais plus, ça y est, j'ai retrouvé. Même chose, tu te souviens quand il y avait eu l'histoire de la debt ceiling, il y avait eu cet autre merdier, pardon pour la vulgarité, là, mais... C'est très compliqué et on voit que c'est très problématique parce qu'en fait la Chambre des représentants, tant qu'il n'y a pas de leader, ne peut pas fonctionner. Alors que le Sénat, lui, il peut fonctionner parce que, n'oubliez pas, le Sénat, son chef, c'est le vice-président des États-Unis, alors que le House, son leader, c'est celui qui est élu par l'ensemble de la Chambre. D'ailleurs, en passant, on pourrait très bien avoir un House leader qui soit du camp opposé. Ça pourrait marcher. Dans les faits, évidemment, ça se fait jamais. En réalité, normalement, on s'accorde à ce que ce soit évidemment, d'ailleurs, c'est souvent le majority leader, donc c'est-à-dire celui qui est dans l'arène qui dit ça, mon candidat, c'est lui, etc. Donc c'est très formalisé, hein. Normalement, c'est même très protocolaire, hein, toute cette élection-là. Donc c'est là où on voit justement que de plus en plus, depuis l'apparition de Trump, on a beaucoup de problèmes. On l'avait vu avec la certification des votes pour l'élection, des choses qui sont très routiniers ou entre guillemets protocolaires, deviennent très compliqués pour rien, tu vois. Même chose, on avait vu avec l'histoire de l'impeachment. Enfin, c'est quand même le premier président Trump à avoir été impeaché 2 fois, donc on a quand même tout un merdier, qui est en train de se dérouler d'un point de vue
des institutions américaines, et c'est vrai que c'est peut-être ça l'inquiétude que je peux avoir, comme tu l'as dit, JP, et je partage ton avis. Euh, le fondement de la démocratie américaine, c'est quand même les institutions fonctionnent, si tu veux. Et là, j'ai l'impression que là, les institutions, quand elles fonctionnent pas, bah, c'est compliqué. Et il y a des décisions qui vont être importantes à prendre dans le mandat de Biden pour les 2 prochaines années. Il va y avoir des décisions importantes, surtout dans ce qui concerne le militaire, donc le complexe militaro-industriel américain, donc avec ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, etc. Et ben, il va y avoir des décisions importantes. Et si on n'a pas un corps législatif qui est fort, et ben, ça crée effectivement tout un ombriglio. Est-ce que je pense que cet ombriglio va durer longtemps? Je ne pense pas. Effectivement, tu as dit, McCarthy risque très probablement d'avoir d'ici demain, évidemment, sa certification et le job qu'il mérite, entre guillemets, selon ce qu'il dit. Je pense oui. La réponse est quand même, il va être très décrédibilisé, pardon, comme tu l'as dit, JP. Quelqu'un qui arrive même pas à se faire élire dans son propre camp, ça donne une image de fébrilité, une image faible auprès évidemment de l'électorat et même du public de manière générale. Donc je pense que là c'est un aveu d'échec, entre guillemets, c'est un aveu d'échec, hein, de dire que bon, on n'est pas capable de rassembler la grande famille républicaine, malgré qu'on ait gagné la House. C'est pas un bon signe. Et ça prouve quand même que les démocrates ont encore des angles d'attaque et des angles de négociation pour les prochaines années. Et je pense le deuxième cycle, et après je te rends la parole, JB, parce que je pense que tu as peut-être un peu plus d'informations que moi sur ce sujet. Je pense que ça donne effectivement de l'information sur l'état, entre guillemets, de la société américaine. Tu as les démocrates qui sont divisés, les républicains qui sont encore plus divisés, en fait de plus en plus, alors que avant il y avait le front commun pro-Trump, là maintenant ça commence, le château de cartes commence à s'effondrer. Donc c'est là où on va voir effectivement quels vont être les jeux, les enjeux, puis les jeux de pouvoir qui vont se dérouler sur la colline parlementaire américaine, enfin si on peut appeler ça une colline, hein, sur la colline du Capitole. Donc on va voir ce qui va se passer, ça risque d'être évidemment très intéressant de voir qui va prendre la tête, entre guillemets, de ce gros caucus républicain. Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux candidats pour maintenant, dans 2 ans, qui vont commencer à apparaître, parce qu'on sait que ça y est, les midterms sont finis, et on commence les primaires. Ça y est, c'est déjà commencé. Hein. La vie politique américaine ne s'arrête jamais, donc on va évidemment suivre ça avec très grande attention. Personnellement, même pour le podcast, on va continuer évidemment à en parler probablement plusieurs fois par année, là. Ben exact. C'est moi ce qui m'inquiète beaucoup, tu l'as dit, bon, perte de confiance des Américains face à la Chambre. Je pense que c'est une évidence. C'est quelque chose qui ne va pas arrêter de tourner dans tous les médias présentement. Une espèce d'implosion de la Chambre républicaine, c'est un peu du n'importe quoi, et ça, encore une fois, ça n'apporte rien aux Américains qui, encore une fois, on commence 2023 avec beaucoup de problèmes. Là. C'est pas le temps que la Chambre se chicane à savoir qui va prendre le siège de leader, de majority leader. Donc c'est un peu ça qui m'inquiète. On a, bon, la perte de confiance. Deuxième point, ben, c'est le sprint. Là. 2 ans, ça paraît comme étant plutôt long, mais c'est le sprint d'ici aux élections qui vont se produire, et c'est une élection qui va être extrêmement significative. Il y a beaucoup de plaques tournantes qui vont bouger d'ici à ce qu'on ait les élections présidentielles dans 2 ans, et un parti républicain qui se porte déjà à mal par lui-même. Ce n'est pas bon signe. Et ce qui m'inquiète aussi beaucoup, puis je trouve que le point est pertinent, c'est au-delà de ce vote-là, au-delà de simplement dire est-ce que McCarthy va être leader ou non, ben, tous les autres votes par la suite, ça va être compliqué. Là. Les démocrates n'ont pas la majorité au niveau de la Chambre qui est de 218, mais ils sont pas loin non plus. Là. Si les quelques dissidents, les 20 dissidents présentement au niveau du Parti républicain, décident à un certain point de s'allier à McCarthy et qu'il soit sur la chaise, qu'est-ce qui dit que chaque vote important au niveau des bills qui vont passer sur le plancher de la Chambre au Capitole, pourquoi est-ce que ça serait pas bloqué? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas du back and forth où certains républicains iraient même peut-être jusqu'à appuyer les démocrates sur certains votes pour faire planter des bills républicains? Je me dis, ce qui m'inquiète, c'est le fameux stalemate qui peut se produire dans une chambre qui est, entre guillemets, opposée au Sénat et au président. Le président est démocrate, le Sénat est démocrate encore en majorité, et la Chambre est la seule qui est sous majorité républicaine. Mais c'est extrêmement inquiétant de voir que ben, le fameux stalemate qu'on pouvait s'attendre, mais ça va se produire. Si ça se produit déjà pour le siège de speaker,
ce n'est pas terminé que les républicains dissidents vont continuer à vouloir faire leur point sur plusieurs projets de loi, sur plusieurs bills qui vont être présentés sur le plancher dans les 2 prochaines années. Donc, c'est un peu ce qui m'inquiète, c'est ce jeu politique-là et un peu l'appât du gain de certains. Là, Kevin McCarthy voulait reprendre le siège de Speaker par son intérêt personnel, là, on s'entend. C'est un petit peu ça qui est inquiétant, un peu le côté professionnel, les 20 dissidents qui ont obtenu un peu qu'est-ce qu'ils voulaient en s'opposant à McCarthy, mais qui ne votent pas quand même pour lui. Qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire? Je trouve qu'il y a beaucoup de jeux de coulisses qui se produisent au niveau de la politique américaine qui, au final, ne bénéficient en rien, encore une fois, des American people, comme ils vont toujours dire. Et je trouve que ça va nulle part. Donc, c'est ce qui m'a inquiété beaucoup. On sait, là, ce qui va se produire dans les prochains jours, c'est ben il va y avoir des nouveaux votes tant et aussi longtemps qu'un leader majoritaire n'est pas élu avec le 218 pour la majorité. Et ça va se poursuivre ainsi. Ça peut être un nombre de votes illimité d'une certaine manière. On s'attend à ce que ça se termine encore une fois à un certain point, mais une fois que ça c'est terminé, ben, les projets de loi vont commencer, les bills vont tomber au vote, et c'est là où j'ai beaucoup d'inquiétude à voir quel genre de résultats ces différents votes vont avoir lieu, sachant, et ça on vous a fait un bonne année au début de l'épisode, mais l'année 2023 s'annonce quand même avec énormément de complexité. Le contexte, on n'arrête pas de parler de récession et tout, ben à un certain point, il y a un point X, là, où la récession qu'on parlait, ça devrait arriver en 2023, il y a un point où on va arriver, où les Q1, Q2 vont se conclure, on va voir les résultats des produits intérieurs bruts des pays et on va faire le saut à un certain point. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de problèmes qui vont arriver. On a un contexte où les Américains, avec l'inflation, avec les renouvellements de taux hypothécaires, par exemple, avec les taux d'intérêt qui sont épouvantables, il y a beaucoup de problèmes qui vont faire mal au budget des consommateurs à travers le monde, mais entre autres aux États-Unis. Il faut commencer à parler des vraies affaires au niveau de la Chambre des représentants, ce qui n'est pas le cas présentement. Ça m'inquiète beaucoup. Donc moi, je vois beaucoup de problèmes côté la vision des Américains, mais également le fait qu'il se passerait, à mon avis, pas grand-chose de bon dans cette chambre-là pour les 2 prochaines années qui sont cruciales pour, bon, les élections, certes, mais également pour qu'il faut quand même qu'il y ait des choses qui se passent. Il faut quand même que ça se produise et qu'il y ait des projets de loi et des bills qui soient mis en place pour aider la population américaine. Donc c'est un peu une inquiétude de dire on est loin du compte, ça va être extrêmement long. Souhaitons le mieux, encore une fois, pour la Chambre. Souhaitons que ça se règle rapidement. Mais c'est un peu, encore une fois, le cirque et la politique américaine est prouvé dans ce qu'on a vu dans les 2 derniers jours et je pense que ce n'est pas terminé si nous, en tant que Canadiens et Français, dans notre magnifique podcast, pensons ça. J'ose même pas croire qu'est-ce qu'un Américain peut penser présentement en voyant ce genre de folie à Washington. Je me dis ça va continuer à augmenter les fameuses théories de complotistes un peu là, pour dire que le gouvernement américain c'est du n'importe quoi. Et à un certain point, les preuves commencent à le montrer que ça peut un peu être effectivement du n'importe quoi. Là. Bah, c'est la politique américaine, hein, c'est un shit show, etc. permanent, là, donc bon. C'est vrai que c'est... juste pour se dire que quand même le scénario, la blague peut tourner assez loin, c'est que j'avais regardé pareil en termes de statistiques historiques. Le plus long que c'est pris, c'est en 1856 et ça a pris plus de 2 mois pour trouver le House Leader. Pour te dire, le House Speaker, pardon. Donc, dans ce temps-là, il y était combien de représentants? Il était 17, genre? Non, ça avait pris 133, en l'occurrence, ça avait pris 133 ballots. Donc, quand même, quand même. c'est quand même important. Hein. Donc, pour te dire que cette histoire-là, je peux la regarder en direct pendant qu'on parle exactement c'était quoi les statistiques, là, mais ça a pris effectivement énormément de temps hein, pour avoir effectivement le nombre requis. Là. Donc, c'est un. Comme historiquement, c'était le plus long. Là. Peut-être que mes sources me trompent, là, mais j'ai l'impression que c'est le cas, en l'occurrence, là, pendant que je suis en train de parler. Donc, comme quoi, on va souhaiter que ça ne dure pas 2 mois, là, mais le problème, c'est que si pendant ça ne dure effectivement plusieurs semaines, eh ben, ça veut dire qu'il ne se passe rien. Et pire que ça, c'est que si tu n'as pas de speaker, en théorie, les députés qui ont été élus ne sont pas aux yeux de la loi des députés, en fait. Ils ne peuvent pas prêter allégeance à la Constitution. Donc, ce qui fait que tu es comme dans un limbo, donc dans une zone d'ombre, zone grise, en fait, en termes de législature. Donc, il peut rien se passer, bref. Donc, c'est assez... finalement, ça peut être plus grave qu'on ne le pense, en fait. Mais bon, on sait ce qui va se passer, mais la question est de savoir... d'un point de vue, comme tu l'as dit, JP, d'image publique, qui en ressort gagnant, qui en ressort perdant, et ben j'ai l'impression que dans ce cas-là, en fait, c'est les démocrates. Dans le cas, les démocrates ont gagné, ont sauvé les meubles, ils ont même gagné des sièges hein, côté Sénat, et côté House, ils ont été historiquement héroïques, entre guillemets, dans leur
à survivre et essayer de garder le plus de sièges possible. Bon, oui, ils ont perdu la majorité, mais c'est pas affolant, tu vois. Donc c'est pas la fameuse Red Wave dans laquelle on s'attendait. Donc encore une fois, on va suivre, puis on va vous promettre en tout cas de vous faire d'autres épisodes évidemment sur la politique américaine. Exact. Donc, passons maintenant au deuxième segment pour l'épisode d'aujourd'hui, l'instant économie. Parfait. Donc, je l'avais moussé un peu. Là, on voulait faire un peu mettre de l'emphase, de mettre un spotlight en bon anglais sur un pays d'Amérique latine, sur l'économie d'un pays d'Amérique latine. Dans ce cas-ci, on veut parler de la Colombie. Les recherches qu'on a fait nous ont quand même assez étonnés là, sur la composition et sur les principales industries de la Colombie. C'est quand même assez intéressant également de voir. C'est un pays qui en a vécu beaucoup. Et je sais que Gab, tu pourras faire un petit topo historique également là, lors de ton intervention. Là. C'est un pays présentement, là, il y a eu des élections d'ailleurs présidentielles en juin 2022. Là, c'est présentement le président en poste qui siège est Gustavo Petro, qui est d'une coalition de gauche qui s'appelle Pacto Histórico. Mon espagnol est aussi bon que n'importe quel Québécois qui part dans les Caraïbes. Je suis pas très bon en espagnol, mais ça veut dire probablement un pacte historique. Je sais pas. Mais encore une fois, excusez-moi de la prononciation si jamais il y en a dans l'épisode. Donc, effectivement, le vote a quand même été assez serré, de 50,4% là, en sa faveur contre 47,3% pour son opposant qui était M. Rodolfo Hernandez. Donc, un gouvernement de gauche axé un petit peu sur la paix, la justice sociale, l'environnement. Également, les changements pour les femmes, qui est quand même, et ça, je parle d'expérience là, pour des proches qui ont œuvré dans ce domaine-là, là, mais il y a eu quand même énormément de problèmes au niveau des droits des femmes dans la période justement de crise avec les FARC, etc. Donc un gouvernement qui est en place qui, espérons-le, va passer de la parole aux actes. Mais on se retrouve présentement avec une Colombie qui est, encore une fois, basée sur la gauche, basée également sur une reprise depuis la COVID qui est quand même plutôt bonne. Le PIB a rebondi de 10,7% en 2021 et en 2022, on parle d'une projection de croissance de 7,1%. Donc on est quand même dans un pays qui est bien assis et le PIB est parmi les plus importants, autant par habitant que nominal en Amérique latine. Mais il y a quand même eu une performance qui était plus intéressante que plusieurs économies développées. Donc c'est un petit peu là la question de dire, bon, mais économie émergente, est-ce qu'il y a encore de la possibilité de croissance au niveau de la Colombie, et de voir un peu où est-ce que ça en est. Là. C'est un pays qui a eu énormément de défis sociaux, comme on a dit, mais qui peut quand même bâtir sur des industries basées entre autres sur les ressources, la principale ressource d'exportation étant le pétrole, et c'est un peu là notre surprise d'ailleurs, sachant le café comme étant, le café colombien, une ressource extrêmement exportée, mais le pétrole étant le numéro un. Mais on retrouve quand même beaucoup autant de matériaux, de minéraux. On retrouve également des produits là, comme étonnamment les fleurs, les bananes, etc. Il y a aussi beaucoup de charbon qui est exporté vers principalement les États-Unis, le Panama, la Chine. Et c'est un peu les mêmes choses. L'importation vient principalement des États-Unis et de la Chine, et les exportations vont principalement vers les États-Unis, le Panama et la Chine. Donc un pays qui se porte quand même plutôt bien, qui a encore une fois des terrains intéressants d'exportation et surtout des relations commerciales avec à la fois les États-Unis et la Chine, ce qui est toujours bon, ce qui n'est pas toujours facile à maintenir, mais ce qui est quand même plutôt bon, et qui présentement se situe dans un contexte de stabilité et de croissance économique quand même plutôt intéressant et favorable par rapport aux dernières décennies qui ont été connues. Donc c'est un peu là l'intérêt de voir où est-ce que la Colombie peut se situer. On sait que l'Amérique latine est un chantier avec beaucoup de possibilités de croissance. Le Brésil faisait partie des fameux BRIC countries à l'époque, et le Brésil reste l'économie numéro un. Bon, certains vont le débattre, là, mais au niveau de l'Amérique latine, on sait qu'il y a l'Argentine aussi à parler. Bref, mais la Colombie tombe de plus en plus dans l'échiquier ou dans la discussion avec ces pays-là, et c'est quand même tout de même assez intéressant. On était loin du compte à l'époque, et maintenant c'est quand même relativement favorable de voir cette croissance-là. Encore une fois, je pense, Gab, tu as peut-être un petit peu plus de points sur le contexte social et l'histoire, si on peut dire, de la Colombie. Le dernier point que je voulais mentionner, là, au-delà de l'agriculture, au-delà du pétrole, etc., là, il y a également un intérêt notoire au niveau des technologies d'information. Donc, on a présentement en Amérique, en fait, disons, le plus gros réseau de fibres optiques, si je me trompe pas, en Amérique latine, en Colombie, qui est développé. Quelque chose que je ne m'attendais pas nécessairement, mais il y a quand même de bon augure en général pour la croissance des différentes industries. En fait, pour l'entrée des différentes industries dans le 21e siècle, ce qui est tout de même assez bon des données de la Banque centrale, de la World Bank, pardon.
Oui, bah ça, après, je me suis pas fié, je te dois t'avouer, sur le réseau de 4G et de, comment dire, de fibre optique colombien, puisqu'en fait, je vais vous faire la révélation, c'est là où j'étais, en fait, il y a même pas une semaine, donc c'est la raison d'ailleurs pourquoi laquelle je voulais faire, comment dire, un épisode là-dessus. On est toujours mieux à parler d'un sujet quand on le connaît un peu, ou en tout cas, du moins, je prétends pas en quelques semaines devenir un expert de ce pays-là. Là. D'ailleurs, s'il y en a des gens qui écoutent et qui souhaitent apporter leur point, faites-le, ça va être un grand plaisir que je vais lire. En tout cas, j'ai eu vraiment plus du plaisir, en tout cas, à découvrir ce pays qui est magnifique, au passant, donc, et qui pour le coup, et c'est vrai, très intéressant parce que le contexte, je dirais, géographico-historique est extrêmement intéressant en fait de la Colombie, et ce qui détermine aujourd'hui que bah, c'est un pays qui a énormément de potentiel. Le point de vue géographique, pour commencer, c'est clair que c'est un pays qui a une situation qui est très particulière. Il y a à peu près les 2 tiers du pays vers l'est qui est composé principalement de jungle, donc c'est la forêt amazonienne tout simplement. Alors c'est une région évidemment qui est très, comment dire, peu dense, donc avec très peu de villes, etc., difficile d'accès. Et la majorité de la population est plus dans l'ouest du pays, que ça part de l'océan Pacifique jusqu'à la côte Caraïbe. Donc et ce qui est assez drôle, c'est que tu as plusieurs grosses régions. Je dirais le nord, qui est la région Caraïbe, autour des villes de Carthagène, donc qui était d'ailleurs la capitale historique de l'Empire espagnol, donc de la Nouvelle-Castille, si je ne me trompe pas. Donc Carthagène des Indes, comme a été nommé. Les grandes villes aujourd'hui qui existent, c'est Barranquilla et Santa Marta, qui sont les 3 grandes villes au nord. Donc c'est des régions évidemment beaucoup plus qui vivent, effectivement, tu l'as bien dit, JP, de l'agriculture, donc de l'agriculture marine et terrestre, donc avec la pêche, etc., mais aussi la récolte des fruits. On a allé assez rapidement, on est passé sur le café, mais je pense que le plus important dans le nord du pays, c'est plus les fruits, donc les ananas par exemple, qui sont très connus, les mangues, les papayes, tu as énormément de bananes, comme tu l'as dit aussi, qui est, je pense, une des très grosses richesses aussi de l'économie, des plantains, etc. Donc des avocats évidemment, j'oubliais, qui sont évidemment les fruits typiques évidemment du nord de la Colombie. Donc c'est une région, je te dirais, très portée sur l'exportation, évidemment qui est très tempérée, très chaude aussi, ce qui contribue évidemment à faire en sorte que les légumes et les fruits puissent pousser rapidement, et qui est connue, comme tu l'as dit, aussi pour le tourisme. Et c'est vrai que c'est une des très grandes forces aussi de ce pays-là. J'avais très peu d'informations, je te dirais, sur le tourisme. Alors ça se développe, hein. On sent que c'est pas non plus un pays qui a encore développé parfaitement cette industrie-là, mais c'est en cours et tu sens que c'est évidemment un truc, un segment que le gouvernement souhaite vraiment mettre de l'avant dessus. Ça, c'est plus au niveau du nord. Le centre, alors le centre est très montagneux, comment dire, il se base entre différentes vallées, donc, et puis des grandes montagnes de la cordillère des Andes, donc la cordillère occidentale, puis la cordillère orientale. Orientale, c'est là où d'ailleurs se trouve la capitale, Bogota. Et puis là, le centre, qui est autour de la Rio Magdalena, donc qui est la grande rivière principale de la Colombie. Donc tu as aussi la rivière de la Cocoa, qui est l'autre grand fleuve de la Colombie. C'est une région qui est très riche pour le coup pour le café et le cacao. Donc là, c'est vraiment le cœur, je dirais, du produit qu'on connaît le plus, évidemment, de la Colombie. Donc le café et le cacao qui sont extraits dans ce qu'on appelle la région du triangle du café. C'est évidemment un endroit magnifique que je peux recommander évidemment d'y aller. Et c'est vrai que c'est très grande richesse et c'est vrai que le gouvernement colombien essaie vraiment de mettre de l'emphase sur cette région-là, non seulement pour la développer, parce que c'était une région qui était très en marge évidemment comment dire, du développement. Et c'est vrai que c'était une région qui a poussé évidemment au développement du crime organisé. Vous avez évidemment entendu dans les années 90, en fait des années 70 aux années 90, la Colombie était peut-être le pays le plus dangereux du monde, hein, d'ailleurs. Ce qui change beaucoup avec l'impression en tout cas que j'ai eue récemment, donc qui est pour le coup qui était passé par exemple la ville de Medellín, qui est au cœur évidemment de la cordillère des Andes, qui est dans une espèce de vasque en fait. Donc c'est très particulier. Ben, c'était la ville la plus dangereuse du monde, était contrôlée, vous le savez, par le fameux cartel de Medellín, donc avec comme, comme boss Pablo Escobar. Donc, je vous invite à voir la série Narcos si vous ne connaissez pas le personnage, même si c'est pas parfait au niveau en tout cas des protagonistes qui jouent dedans. Là, il y a quelques erreurs historiques, mais bon, ça vous donnera déjà une bonne idée, on va dire, du fonctionnement du cartel de Medellín. Région très dangereuse et c'est vrai qu'elle a été vraiment transformée évidemment depuis la fin des années 90. En fait, depuis la mort de Escobar, puis je pense que les années passant, ben, les cartels sont devenus moins puissants.
C'est sûr qu'il y en a eu qui sont pris la main après la chute du cartel de Medellín, donc le fameux cartel de Cali aussi qui avait pris la place dans la fin des années 90, début 2000. La plupart ont été arrêtés et extradés aux États-Unis, donc les chefs, donc les chefs de ce cartel-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu un pays beaucoup plus sécuritaire en termes de sécurité, ce qui contribue, comme tu l'as dit, vraiment au développement économique de ce pays-là, qui est en train de devenir progressivement en fait une puissance émergente. Et si je peux terminer peut-être, et après je te rends la parole, parce que je vois que je prends beaucoup du temps de parole, j'aime le sujet, donc je m'envole dans mes envolées lyriques, c'est un peu le Gabriel Shaw, vous le savez, là, je commence comme ça. Je pense que c'est vrai que la grande force, évidemment, c'est un potentiel énorme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espace avec la forêt amazonienne. Les deux problèmes majeurs que je dirais au niveau de l'économie colombienne, c'est le premier, c'est la monnaie. C'est vrai qu'il y a une monnaie, et puis je pense que tu l'avais mis aussi dans les notes, JP, qui s'est dépréciée énormément. En l'occurrence, le peso colombien, c'est la monnaie nationale. Ça vaut rien. Le peso colombien, vous n'achèterez rien avec un peso colombien. Pour vous donner un peu un état d'idée, 5000 pesos colombiens, ça vaut à peu près $1 américain dans ces eaux-là. Donc, faites votre calcul vous-même. Donc, l'indice Big Mac, d'ailleurs, je crois que c'est à peu près 20 000 pesos colombiens pour un menu Big Mac. Donc, c'est à peu près $4 américains. Donc, pour vous donner une idée du coût de la vie moyen en Colombie. Donc, c'est une monnaie, évidemment, qui est très désévaluée et qui ne vaut pas grand-chose parce que c'est un pays qui est quand même assez peu fiable financièrement. Je pense que la corruption et le crime restent encore un problème. Le crime est beaucoup plus caché que par rapport à dans les années 90, mais il est toujours très présent. Je pense que les cartels sont aujourd'hui beaucoup moins visibles. Ils font leur business, mais de manière beaucoup plus tranquille. Ils essaient d'éviter, comme c'était le cas dans les années 90, où littéralement, ils tuaient des innocents dans la rue, ils faisaient péter des bombes, etc. Encore une fois, allez regarder la série Narcos, vous aurez plus de contexte. La disparition des groupes clandestins dangereux, comme vous l'avez peut-être déjà entendu parler des FARC, donc qui sont des révolutionnaires communistes qui sont planqués dans la forêt, qui ont d'ailleurs enlevé Ingrid Betancourt, qui était une politicienne franco-colombienne, là, qui sont connus en tout cas pour ça. Là. Donc ils ont commencé à se calmer, mais c'est vrai qu'ils restent toujours encore très présents. Il y a des régions d'ailleurs qui ne sont pas totalement sous contrôle du gouvernement, donc ce qui fait que je pense que ça aide pas les investisseurs étrangers à vouloir investir en Colombie, en tout cas dans les régions les plus isolées de la Colombie. Après, c'est vrai que le reste, tu l'as dit, du pays est très dynamique et je pense que ça promet évidemment un très bel avenir. D'ailleurs, les régions de Medellín et en tout cas du nord du pays sont magnifiques. Je vous recommande très fortement d'y aller. Là. Et puis, vous explorez par vous-même. C'est clair qu'il y a encore le défi sécuritaire. Tu vois, par exemple, dans les villes de Cali, par exemple, c'est un peu plus chaud pour le coup. Là. Exact. Je pense qu'on l'a soulevé. Là. Il y a un énorme intérêt pour la Colombie de développer, si on revient sur le volet économique, là, mais de développer ses industries, de développer ses exportations vers la Chine et les États-Unis. Pourquoi? C'est très simple. C'est que l'intérêt de la Chine et les États-Unis, les investissements directs étrangers, les politiques également, ou les relations politiques entre les différents gouvernements et la Colombie, vont aider à avoir une stabilisation de ce qui se passe en Colombie aussi, parce qu'il y a un intérêt pour qu'un partenaire commercial significatif de la Chine et des États-Unis, comme pourrait l'être la Colombie, avec les ressources qu'ils peuvent apporter à ces économies-là bien développées et numéro 1, numéro 2 mondial, il y a un intérêt pour ces deux gouvernements-là de faire en sorte que la Colombie est le plus stable possible. Donc je crois qu'en continuant de travailler sur sa propre stabilité sociale, en continuant de travailler sur le développement de ses industries, donc il y a eu une bonne transition aussi vers la classe moyenne, ce qui est une très bonne chose pour la Colombie également. Donc de continuer de développer les industries, continuer de développer les exportations vers des pays significatifs, comme je l'ai mentionné, va, à mon avis, permettre d'amener un certain intérêt. En fait, c'est d'amener une Colombie qui est beaucoup moins centrée sur elle-même et beaucoup plus ouverte sur le monde, ce qui indirectement aide également à la stabilité. Donc c'est ce qu'on pourrait espérer. On va espérer également que les transitions gouvernementales se passent plutôt bien. Là, je sais qu'il y avait quand même certains, un peu à l'américaine, si on peut le dire, là, pour ne pas faire un petit lien avec notre premier segment, là, mais des passages de la droite vers la gauche d'une élection à l'autre, là, avec encore une fois des politiciens qui, il n'y a pas si longtemps que ça, étaient extrêmement corrompus. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt à maintenir justement la trame que la Colombie a en place et justement le vent dans les voiles que ce pays-là a en termes économiques depuis la pandémie. Je pense que c'est quelque chose qui est très bon pour continuer à bâtir ces fondations-là et continuer également à avoir la trame plutôt positive qui peut découler de ce pays et amener justement des décennies qui vont être beaucoup plus favorables pour les Colombiens
Et idéalement de bâtir là-dessus, de ne pas oublier le passé, mais de bâtir sur des bases beaucoup plus solides pour la suite. Je pense qu'il y a un intérêt quand même assez intéressant. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui va faire le tour là, de notre petit topo économique sur la Colombie. Là. Donc merci tout le monde d'ailleurs pour votre écoute dans l'épisode. Merci Gab d'ailleurs pour les deux sujets. Là. On en a parlé très brièvement avant l'épisode. Donc on voulait être d'actualité, mais également intéressant de profiter de ton retour de vacances de Colombie justement pour faire un topo là-dessus. Comme d'habitude, ce n'est pas parce qu'on est dans la saison 6 qu'on change les classiques. Donc vous pouvez nous retrouver sur notre plateforme clé pour les notifications et les commentaires, donc sur YouTube. En étant là, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si vous avez apprécié. Mettez également un commentaire si vous avez soit des opinions à partager sur les deux sujets d'aujourd'hui ou par exemple des suggestions pour des sujets que vous voudriez que l'on aborde. Vous pouvez également, là, par le fait même, vous abonner à la chaîne et mettre la cloche pour avoir les notifications. Pour ceux qui veulent donner leur opinion ou partager des idées de sujets, mais de manière plus privée, continuez à utiliser l'adresse courriel que Gab met dans les zones de description. Donc ça nous fait toujours plaisir de vous lire d'ailleurs si vous voulez le faire de manière plus privée. Et sinon, comme à l'habitude, pour la majorité d'entre vous sur les plateformes audio, donc vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Overcast, etc. Comme à l'habitude, si vous appréciez le contenu, il y a des systèmes de notation qui existent, des étoiles, des likes, peu importe comment ça fonctionne sur les différentes plateformes, donc n'hésitez pas à les mettre, ça aide énormément au référencement vers d'autres personnes et également abonnez-vous aux chaînes, c'est toujours bon pour les notifications. Comme on l'a dit, saison 6 se lance en force, mais on maintient la même trame. Là. Si vous appréciez notre contenu, le plus beau cadeau que vous nous faites, c'est de le partager de bouche à oreille avec vos proches et avec vos amis, vos collègues de travail. On voit énormément de croissance depuis le début du podcast grâce à ça. Donc, c'est un modèle qu'on veut maintenir. Donc, n'hésitez pas à le partager, ça nous fait toujours plaisir. Merci à chacun d'entre vous dans la communauté et merci Gab pour ta participation et je vous souhaite tout le monde une très belle semaine. Salut, bonne semaine.